voir davantage et également, merci, j'ai pas trop l'habitude. Donc, ceux qui veulent intervenir, des comités qui veulent intervenir, vous montez sur la gloriette, vous montez où nous sommes là, pour pouvoir commencer dès que ce sera votre tour. C'était pas eu son compte parce que j'ai juste été comme tout téléphone, convoqué à la RH. T'as pris? Et pété Saint-Joseph en danger. J'ai pas fait que ton téléphone il va tomber. Pas cher, pas cher. Elles ont des écriteaux dans leur dos. Ah oui. Oui, faites tourner. Soit disant qu'il y a des choses dans le dos. Oui. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, un grand merci d'être présents et nombreux d'avoir répondu à cet appel. Du flouze pour nos blues. La coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité. Donc, je dois dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment une mobilisation importante. Il y a plus de 80 organisations qui appelait à cette journée de mobilisation pour la défense de l'hôpital public et pour l'accès aux soins. Donc aujourd'hui, une manifestation aura lieu à Paris à 13h, à partir de 13h, et en région, beaucoup de mobilisations comme la nôtre, un petit peu partout. Je pense qu'il doit y avoir, il y a une carte interactive, donc si vous voulez la consulter, il y a pas mal de choses qui se passent. Nos hôpitaux, donc c'est le symbole, hein, l'hôpital brûle, et on a tendance à dire, et nous détournons le regard. Aujourd'hui, justement, nous avons décidé de ne pas détourner le regard et de se mobiliser parce que ça n'est plus possible. Ça n'est plus possible pour diverses raisons. D'abord parce que on ne répond plus aux besoins des populations, l'hôpital public ne répond plus aux besoins des populations, les personnels sont en grande souffrance et malheureusement aujourd'hui, vu les non-réponses du gouvernement, parce que ce ne sont pas les mesures du Ségur qui ont apporté des solutions vraiment importantes, aujourd'hui beaucoup de personnel hospitalier quittent l'hôpital. Y compris des fois pour faire carrément autre chose. Et ça, c'est une catastrophe. Je pense que nous sommes là aujourd'hui justement pour dire que ça suffit, qu'il faut des moyens à l'hôpital public, il faut des personnels, il faut des moyens financiers, il faut faire rapidement revoir les critères pour recruter des personnels et notamment des médecins. On sait que la formation d'un médecin, c'est minimum 10 ans. Et donc, nous sommes victimes aujourd'hui de plus de 30 années où il ne s'est rien passé pour régler le problème de la démographie médicale. Aujourd'hui, évidemment, nous sommes confrontés à des directions d'établissements qui nous disent, eh ben oui, tel service faire, tel service ne va pas pouvoir assurer pendant X jours, voilà, parce qu'il n'y a plus de médecins. Oui, voilà, c'est une opportunité assez extraordinaire. En fait, ce qui se passe, c'est que cette situation, elle a été entièrement voulue, puisqu'en fait, l'objectif au niveau national, pour la santé comme pour les autres services publics, c'est de réduire les budgets publics et de marchandiser une grande partie des activités des services publics. Et pour la santé, on va dire que les rapaces sont à l'affût, puisque la santé, c'est un marché très lucratif. On l'a vu, par exemple là avec la crise Covid, notamment avec le problème des vaccins, puisque vous savez qu'il y a ce problème de propriété intellectuelle et de brevets que les grands pays, notamment l'Europe au niveau européen, ne veulent pas faire lever pour qu'on puisse fabriquer des vaccins partout dans le monde, ce qui permettrait de vraiment enrayer l'épidémie.
c'est aussi, pardon, le problème, on l'a vu, de pans entiers de la santé. Est-ce que c'est normal, pour prendre des rendez-vous pour se faire vacciner, de passer par Doctolib, une plateforme privée, hein, voilà. Aujourd'hui, l'essentiel des centres de vaccination sont aussi gérés souvent par des médecins libéraux, par des infirmiers, des infirmières libérales. On va dire tant mieux, voilà. Mais est-ce que c'est comme ça que ça devait se passer? Est-ce que c'est pas au service public de santé d'assurer ce genre de mission? Alors, voilà, on en est là aujourd'hui et je pense que si nous sommes aussi nombreux et un peu partout en France aujourd'hui, c'est vraiment pour lancer un cri d'alarme pour que le gouvernement réagisse. Alors on n'y croit pas trop, on pense surtout que c'est la mobilisation qui pourra faire bouger les lignes, parce que là la situation ne va plus pouvoir durer. On en est maintenant aujourd'hui à plus de 30% de la population qui renonce à se soigner. Renonce à se soigner pour une raison première, souvent une raison financière. Mais maintenant, la deuxième raison qui arrive, c'est la proximité, puisque manque de médecins, manque de personnel, de professionnels de santé, les gens sont obligés de faire des kilomètres pour aller soigner. Et ça, c'est une aberration. Une aberration au moment où on parle aussi d'écologie et de préservation de l'environnement. On met les gens sur les routes pour aller soigner. Voilà, il faudra expliquer la logique de ce système. Donc moi, je n'ai pas autre chose à dire aujourd'hui. La coordination nationale et ses comités se battent pour obtenir donc des moyens pour l'hôpital, pour obtenir que l'on forme suffisamment de médecins et qu'on les forme en fonction des besoins des territoires et non pas parce qu'à un moment donné, le ministère ou l'agence régionale de santé a déclaré qu'il faut tel ou tel. Non, il faut vraiment que l'on parte des besoins des territoires, que l'on définisse des politiques territoriales de santé et qu'on y mette des moyens. Voilà, je pense que je n'aurai pas grand-chose d'autre à dire pour aujourd'hui. Donc il faut qu'on reste tous très mobilisés. Sur la région, ici, sur ce territoire, c'est une semaine pour la santé qui est engagée avec 2 débats. Un à Guingamp, enfin à Pabu, le 6, lundi, donc avec Frédéric Pierru, donc sociologue de la santé. Un autre à Saint-Malo, le 10, toujours avec Frédéric Pierru. Ouais. Ah, c'est à Dinan, pardon, c'est à Dinan, donc avec Frédéric Pierru toujours. Et le 11, donc la manifestation sur Guingamp pour la défense de la maternité et de la chirurgie. Hein, alors je tiens juste à dire que la mission Rossetti qui sévit sur le territoire, en fait, elle n'a rien d'extraordinaire ni de particulier. Ce monsieur, il est juste missionné pour forcer les choses, pour appliquer ce qui était déjà prévu dans la loi Hôpital Patient Santé Territoire et dans Ma Santé 2022. C'est-à-dire, on continue à concentrer à l'extrême, hein, et donc autour mettre des hôpitaux qui ont eu la honte d'appeler hôpitaux de proximité, dans lesquels il n'y aura plus que de la médecine à orientation gériatrique, parfois un peu de consultation quand tout va bien. Mais donc on perd chirurgie, maternité, souvent les urgences, hein, ce qui est quand même un vrai problème aussi. Voilà. C'est déjà dans certains secteurs bien amorcé. Si je prends l'hôpital de Concarneau, donc mon hôpital, qui a fusionné avec Quimper après avoir perdu sa chirurgie, sa maternité, au passage son service de pédiatrie bien sûr, qui vient de laisser un de ses EHPAD en gestion à une fondation, qui vient de laisser son service de soins de suite et de réadaptation à l'UGCAM, donc ça n'est plus du statut hospitalier, hein, voilà, et qui donc aujourd'hui a des urgences de 9h à 19h, et qui n'a plus de SMUR de nuit, comme l'hôpital de Douarnenez d'ailleurs. Voilà, c'est assez extraordinaire. Et donc pour faire des économies, parce que c'est ça aussi, on arrive à des aberrations, où donc à partir de 19h, il faut appeler une ambulance privée dans laquelle on fait monter un urgentiste, un infirmier anesthésiste, avec le véhicule technique qui suit derrière pour pouvoir ramener l'équipe après. Extraordinaire. Expliquez-moi l'économie, hein. Voilà. Donc on arrive vraiment à des aberrations, mais à des aberrations aussi où on met la population en danger.
Hein, et ça, je crois qu'on ne peut plus l'accepter. Donc il faut que nous restions tous vigilants, et c'est pour ça que le poids des citoyens est important. Il ne s'agit plus uniquement d'une lutte des personnels des hôpitaux. Il faut vraiment qu'on se mobilise. La santé, c'est nous, ce sont nos corps, ce sont, voilà, et c'est surtout la sécurité sociale, donc nos cotisations. C'est nous, c'est notre travail qui paye, hein, voilà, c'est nous qui cotisons. Et pour les investissements, ce sont les impôts, donc c'est encore nous. Donc on est en droit d'exiger le droit à la santé partout, pour toutes et pour tous. Restons vigilants et mobilisés. Le temps que Hélène nous parle, l'hôpital a cramé, ça y est. Donc il y a un premier consensus qui s'est fait entre les comités de défense des usagers des hôpitaux bretons. Ça a été très rapide quand il s'est agi de choisir un endroit où il se rassembler, c'était Guingamp. Parce que c'est à Guingamp que ça se passe. On leur a dit, Méléon, il y a une manifestation. On vient quand même, c'est chez vous. Parce que chez nous, on réagit. Et on s'est déjà battu en 2018 pour sauver notre maternité. Donc on est un petit peu chatouilleux et on ne se laisse pas endormir. Donc c'est pour ça qu'ils sont venus ici. Deuxième idée, il fallait traduire l'urgence. Donc c'était pour ça qu'on a mis le feu avec elle. Ça y est, c'est fait. C'est cette phrase d'un ancien président, vous vous souvenez, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Hein. C'était une superbe phrase, hein. Il y a une vingtaine d'années. Bon, il ne s'est rien passé ensuite, malheureusement. Mais elle était belle cette phrase, elle traduisait vraiment l'urgence. Donc l'urgence, elle est là. Nous, notre travail de comité de défense, c'est vraiment d'alerter. Nous sommes des lanceurs d'alerte sur ce qui se passe, parce que en face, nous avons des gens qui avancent de façon cachée. Ils avancent masqués et ils jouent la montre. Ils jouent la montre. C'est-à-dire que il y a un an, on nous a parlé d'un projet de nouvel hôpital, pourquoi pas. C'était sorti du chapeau du député. Bon, évidemment, nous, ça nous a quand même un peu interrogé, qu'est-ce qui se passe. Et on a eu la mission Rossetti et tout ça. Et là, on nous redit, mais non, mais vous inquiétez pas, rien n'est décidé. Seulement, ils avancent un petit peu, c'est un petit peu comme des prestidigitateurs. Regardez la main gauche, dans la main gauche j'ai l'hôpital, j'ai un bel hôpital qui va être neuf. Voilà. C'est pas trop ce que je raconte. Et puis en fait dans la main droite, ce qui se passe, c'est que par exemple, Madame Bénard, la directrice du VHP, organise un comité de suivi et de concertation sans la population. C'est dommage. La même dame, Madame Bénard, organise ensuite, propose aux sages-femmes et aux chirurgiens des rencontres individuelles pour parler de leur projet professionnel individuel. En fait, vous pouvez traduire ce que ça veut dire. Il faudrait aller à Lannion, à Saint-Brieuc, laissez pas les autres décider votre place. Quoi. Donc on fait passer au sein de l'hôpital la douce l'idée que c'est plié. Et puis pour la population, comme il y a eu un comité de concertation, ça ira. Donc on fait très attention à ça, on fait très attention aux déclarations des uns et des autres, parce qu'on est dans une zone un petit peu de langue de coton en fait. La langue de coton c'est super, c'est l'autre la langue de bois on ne croit rien. Les promesses, c'est risqué parce que un jour ou l'autre on se retrouve à devoir les trahir, donc on peut être accusé d'avoir menti. Donc en ce moment il n'y a que des gens qui disent la vérité, mais pas la vérité, pas toute la vérité. Donc l'astuce elle est là. Par exemple, vous avez peut-être été interpellé cette semaine par cette phrase qui disait « À ceux qui croient qu'on veut fermer la maternité, je réponds que c'est une ineptie. » Vous avez entendu qui a dit ça? Non? Vous lisez pas la presse? Bon, c'était évidemment M. Carlo Coste. Non, je l'ai pas dit. En fait, il faut vraiment relire la phrase. À ceux qui croient qu'on veut fermer la maternité. Évidemment, il peut dire ce qu'il veut. Une volonté, ça ne peut pas se trouver. Donc, ces gens peuvent arriver et nous dire, mais nous, on veut vraiment, on veut votre bien, on veut la maternité, on veut la chirurgie. Mais on ne peut pas. Un jour ou l'autre, ils vont nous dire, on ne peut pas. La réalité nous force à faire autrement. Donc, toute leur communication, elle est comme ça, sur des choses très imprécises, très floues. Donc, ou alors, il s'agit de ne pas répondre. Par exemple, maternité, c'est un mot qui est absent du communiqué de Madame Bénard. Étonnant. C'est un mot qui est absent des interventions du ministre, M. Véran. C'est un mot qui était absent jusque-là de la communication du député, parce qu'il trouve cette petite astuce. Donc entre eux, on comprend que la maternité, dans leur esprit, c'est déjà plié.
Concernant la chirurgie, ils nous font le même coup. Ils nous disent, mais rassurez-vous, hein, la chirurgie reste. Quelle chirurgie? Nous avons tous réagi de la même façon, les syndicats, les comités de défense et tout, mais pour qu'ils nous prennent la chirurgie, mais la chirurgie 24 heures sur 24, ou bien l'ambulatoire, le fameux virage de l'ambulatoire qui est extraordinaire et qu'on veut nous vendre. C'est évidemment ça qui est derrière. Donc c'est assez compliqué de maintenir un niveau d'attention, mais surtout vous ne laissez pas avoir, plus ils jouent sur les mots, plus ils ont quelque chose à cacher. Donc comme l'a dit Hélène tout à l'heure, la mobilisation, c'est vraiment, c'est ce qui fera la différence. Ils s'attendent, tout le monde regarde ce qui se passe à Guingamp, parce qu'ils s'attendent à ce que ça bouge, et il va falloir que ça bouge vraiment. Donc lundi soir, nous faisons une conférence avec Frédéric Pierru, sociologue de la santé, comme on l'a annoncé. C'est intéressant de comprendre, vraiment comprendre les mécanismes qui ont amené à ça, parce qu'en nous disant, eux, que leur volonté, c'est de maintenir les choses, de maintenir une offre de soins. On nous a dit, hein, la volonté du ministre, c'est de maintenir une offre de soins. Ouais, d'accord. Sauf que, en nous disant ça, il nous faut oublier qu'ils ont le pouvoir. Le pouvoir, c'est eux, donc il va falloir qu'on leur renvoie un petit peu ça à la face. Qu'est-ce que vous faites? Pour l'instant, ils n'assument aucune responsabilité, les choses ont l'air d'arriver en dépit de leur volonté. Donc on est quand même sur quelque chose qui est une escroquerie. Alors tout à l'heure, je proposerai aussi un petit atelier de restructuration d'hôpital, pour bien comprendre comment ça fonctionne, restructurer un hôpital grâce à la T2A, grâce à l'intérim et tout. Ça c'est facile, c'est un jeu d'enfant d'ailleurs, c'est un chamboule-tout. Et l'action vraiment de la semaine prochaine, pour conclure cette semaine de mobilisation pour la santé à Guingamp, c'est la manifestation. Venez nombreux, faites venir du monde, même si, vous voyez, on a de la chance quand même avec le temps aujourd'hui, on ne croyait pas. Même s'il ne fait pas beau, il va falloir être très très nombreux dans la rue à Guingamp pour soutenir l'équipe de la maternité qui a appelé à manifester samedi 11. Il pleut. Non. Samedi 11 à 10h30 sur la place du Champ-Roi, samedi, très très nombreux. Merci à vous. Un petit coup de musique avant de repartir, et je voudrais remercier les musiciens qui viennent sur les manifestations comme ça gratuitement pour nous donner un petit peu de punch.
Merci. Maintenant, on va passer la parole tranquillement pour de brefs instants à différents collectifs ou comités qui sont venus aujourd'hui, qui nous expliquent en quelques mots les problèmes de leur secteur. Bonjour, je suis médecin hospitalier depuis 35 ans et je représente le collectif Interhôpitaux. Vous m'entendez bien? D'accord. Alors, oui, je vais parler fort. Je représente le collectif Interhôpitaux. Ça va? Et je suis médecin hospitalier depuis 35 ans, très attaché au service public hospitalier. Je voulais juste vous donner, avant de lire le communiqué du collectif Interhôpitaux, je voulais juste vous dire une petite information. Il y a une étude récente qui a montré que les personnes qui ont les moins de revenus, à l'âge de la retraite, à 62 ans, il y a 25% qui sont déjà morts. Et les personnes les plus riches, c'est 5%. Voilà, je vous laisse méditer ce chiffre. On a besoin d'un service de santé public et un service de santé en général qui s'occupe de précarité, de pénibilité, et pas l'hôpital d'entreprise, etc., tel qu'on nous le sert actuellement. Alors, le collectif Interhôpitaux, depuis 1 an et demi, après la première vague de la pandémie de Covid, l'hôpital public a subi le retour d'un fonctionnement anormal. Les besoins de santé passent à nouveau après l'équilibre budgétaire. On peut le constater tous les jours. Les personnels hospitaliers s'étaient mobilisés et avaient fait face à la crise sanitaire, alors soutenus par une population solidaire. Merci à vous. Mais l'exigence légitime d'un fonctionnement hospitalier respectueux de tous, soignés et soignants, promis au cœur de la crise, a été oubliée. Les lits ont continué à être fermés pour respecter les injonctions financières, mais maintenant ils le sont, et on le sait bien, faute de personnel. Car les conditions de travail font fuir, intensification du travail, de sa pénibilité, incessant changement horaire ou de service imposé aux agents, rappel sur les repos ou congés. Les patients attendent des hospitalisations faute de lit, l'accompagnement des malades en cours d'hospitalisation devient inhumain. Il y a en France une infirmière pour 12 à 15 patients, quand en Californie ou en Suisse, elles sont une pour 4 ou 6. Écœurés, les personnels hospitaliers préfèrent quitter l'hôpital. Et c'est le cas en particulier en région parisienne ou ailleurs, mais également ici en Bretagne. Et dans de nombreux hôpitaux, des services ferment totalement ou partiellement, faute de personnel. Des lignes de SMUR, des services d'urgence sont suspendus. On l'a vu à Laval par exemple récemment, parfois plusieurs jours, on le connaît à Concarneau également. Hospitaliers et hospitalisés constatent l'étendue de la catastrophe. L'accès aux soins est désormais périlleux sur une grande partie du territoire. Plutôt que le déclenchement d'un plan blanc permanent, vous savez dans les hôpitaux on a des plans blancs assez régulièrement, le CIH demande au gouvernement des annonces immédiates pour endiguer les départs des personnels et mieux soigner les patients. Un programme d'embauche, il faut 100 000 infirmiers et infirmières en 3 ans. L'augmentation du nombre d'instituts de formation en soins infirmiers, du nombre de formateurs et du nombre de places dans ces instituts. La fin de l'hôpital entreprise. Limitation de la tarification de l'activité qui a plombé les hôpitaux. Aux activités de soins programmées et standardisées avec des tarifs correspondant au coût moyen. La garantie d'horaires et de services de rattachement stables, des conditions de travail décentes, des ratios de personnel se rapprochant des exigences de qualité et de sécurité des soins,
un remplacement des personnels absents, arrêt maladie, maternité, vacances, une revalorisation des salaires à la hauteur de ceux des pays voisins, l'association de tous, soignants et soignés, aux prises de décision dans les hôpitaux et dans les régions, la suppression des strates administratives non pertinentes pour le support aux soins. Le support administratif, actuellement, ça représente 33% des effectifs à peu près des hôpitaux. La catastrophe était annoncée, elle est là, le gouvernement doit agir. Merci bien. Merci. Bonjour, je suis aussi praticien hospitalier et donc je représente APH, une organisation de différents syndicats de médecins hospitaliers. Personnellement, je suis psychiatre. Donc APH soutient les mouvements de mobilisation. Le gouvernement ferme les yeux sur le délitement de l'hôpital public qui se poursuit malgré le rôle majeur des hospitaliers dans la résilience sanitaire nationale face à une crise sans précédent. Il n'est plus possible de continuer de la sorte dans un hôpital-usine dirigé par un productivisme tourné seulement vers l'activité coûte que coûte, et une communication infantilisante, faussement rassurante. Action Praticien Hospital, Union d'avenir hospitalier et de la Confédération des praticiens des hôpitaux demande au gouvernement des mesures immédiates d'attractivité pour les praticiens hospitaliers pour stopper l'hémorragie toujours incontrôlée. Il est urgent de rendre aux médecins la gouvernance hospitalière qui ne doit plus aller vers le gain, mais vers un soin de qualité et la qualité de vie des soignants. Revaloriser immédiatement les carrières des praticiens en restituant les 4 années d'ancienneté effacées par le Ségur. Reconnaître le temps de travail, sa durée. Revaloriser la permanence des soins, rétablir un véritable dialogue social. On va passer à un comité qui est aussi dans la galère un petit peu en ce moment et dans les Côtes d'Armor, c'est Dinan Saint-Malo. Oui, bonjour, j'interviens au nom des amis et camarades de Saint-Malo là, qui sont regroupés à la fois dans la coordination Malouine, à la fois dans les syndicats des hospitaliers également, je pense pour les amis de Dinan. Quelques mots, on va parler à 2 voix parce que les syndicalistes vont parler derrière moi. La restructuration des hôpitaux publics du secteur sanitaire numéro 6, Dinan Saint-Malo, annoncée à grands coups de com' en février dernier, est, disons-le d'emblée, la conséquence directe des déséquilibres financiers, de l'endettement accumulé par les hôpitaux de Dinan et de Saint-Malo depuis de longues années. Là est le moteur, osons le mot, le mobile du projet régressif dessiné sur la base de l'étude de M. Rossetti, dont on a appris au fil des mois à connaître la manière de procéder à partir de son outil dit expert appelé Ellipse et conçu, je cite, pour mesurer et améliorer la performance organisationnelle des établissements de santé. Et en cela, le projet de reconfigurer l'offre publique de soins du secteur malouino-dinanais s'inscrit et découle pleinement de la crise aiguë que traversent aujourd'hui les hôpitaux publics dans leur ensemble et sur notre territoire. Et quelque part, ce projet concrétise la vision qu'ont les managers de santé, entre guillemets, de l'offre de soins en France dans les années à venir, c'est-à-dire une offre débarrassée de ce qui avait fait la grandeur et la singularité du service public hospitalier à la française, l'accès pour tous et toutes à des soins de qualité. Ce projet préfigure en effet comment sur un territoire va disparaître cette égalité d'accès, cette égalité de chance face à la maladie ou à l'accident,
cette continuité du service, que vous résidiez à Saint-Cas, à Bron ou dans l'intramuros malouin, que vous soyez jeune cadre connecté, femme seule avec enfants en bas âge ou personne âgée avec une petite retraite et une maladie chronique. Cette rupture avec cette conception égalitaire du service public, et cela montre le cynisme des petits messieurs de l'ARS, prend à contre-pied ce qu'ils avaient eux-mêmes inscrit dans les contrats locaux de santé élaborés il y a seulement 2 ans. Évidemment qu'avec mes amis et camarades malouins, ce n'est pas notre vision du monde d'après. C'est pourquoi, en tant qu'usagers, nous sommes impliqués et nous nous battrons avec les professionnels de santé pour la préservation de ces valeurs. Merci, je passe la parole à vous. On passe les comités donc Douarnenez. Oui, donc je représente ici le comité des usagers de l'hôpital de Douarnenez, comité de défense donc, de l'hôpital. Nous sommes venus en délégation. Ce comité a été créé en 2002 et déjà à l'époque on allait manifester à Douarnenez comme on manifestait aussi à Paimpol ou à Luçon ou dans différentes villes de Bretagne, voire de plus loin. En 2004, donc, la coordination a été créée, nous étions parmi les membres fondateurs et depuis, c'est dans le cadre de cette coordination que nous nous battons. Alors, l'hôpital de Douarnenez, bon, il a fait les frais de la politique d'économie, de recherche de rentabilité menée par Marisol Bachelot et Roselyne Touraine, continuée par Buzyn et par Véran. Ça nous a valu donc la fermeture de la maternité en 1999. On nous a dit, vous ne faites pas assez de naissances, donc vous mettez les patients en danger, ce qui reste encore aujourd'hui à prouver. En 2002, il y a eu la fermeture du SSR 24 heures sur 24. On a eu un peu plus tard la fermeture de la stérilisation, c'est peut-être pas un service très connu mais qui est nécessaire. Et puis en 2015, malgré une lutte qui nous a mené assez loin, on a eu la fermeture de la chirurgie. On a actuellement, depuis près de 2 ans, on n'a plus de SMUR la nuit. Et là on continue, même s'il n'y a pas de grosses menaces, on fait les frais de cette politique comme tous les autres hôpitaux dont nous sommes solidaires, mais il est parfois difficile de mobiliser quand il n'y a pas justement un service qui est directement menacé. Mais nous ne voulons pas disparaître de la circulation, nous ne voulons pas céder et nous constituons en quelque sorte une cellule de veille dans le cas où il y a un problème, où il y aurait un grave problème, et puis nous dénonçons certains aspects de certaines décisions, comme par exemple, il y a un peu plus d'1 an, vous connaissez peut-être ça aussi, donc c'est une forme de privatisation de l'hôpital de l'intérieur. Il y a eu l'implantation d'une société qui s'appelle Epital, qui a créé une conciergerie, et c'est aussi une façon de privatiser l'hôpital, comme c'est aussi en implantant une maison de garde à l'intérieur de l'hôpital avec des médecins libéraux et une association qui est SOS Médecins mais de droit privé. Donc on a en même temps cette menace de privatisation croissante. Il y a des travaux importants qui sont faits à Douarnenez et ça rejoint aussi l'enveloppe de 880 millions d'euros qu'on a accordé récemment au niveau régional, mais c'est uniquement, essentiellement, pour des travaux d'aménagement des hôpitaux. On attend toujours que le gouvernement veuille bien répondre aux demandes exprimées par les syndicats, par les usagers et par les élus pour avoir la création de postes et arrêter la fermeture de lits qui continue, même actuellement malgré le Covid, ou la fermeture de services. Disons que nous ne céderons pas,
et nous refusons cette politique de recherche de rentabilité à tout prix et de destruction de l'hôpital public. Nous ne pouvons pas l'accepter et nous rappelons à tous que la santé n'est pas une marchandise. Passe la parole à Morlaix. Merci. Bonjour à tous et toutes. Donc, je représente le comité de défense des usagers de l'hôpital public du centre hospitalier en pays de Morlaix. Alors, Morlaix n'est pas une exception, loin de là. Nous avons eu la visite du secrétaire d'État à la ruralité il y a une semaine. Il est venu en fait faire un effet d'annonce comme quoi il octroyait 24 millions d'euros pour faire les travaux à Morlaix, à l'hôpital de Morlaix. Alors que ce dossier en fait est clôturé depuis 3 ans et que l'argent, il est là, mais bon, comme nous avons eu des changements de direction réguliers, voilà, l'hôpital de Morlaix aujourd'hui est autant en souffrance que les autres hôpitaux. Nous avons perdu le service de soins intensifs de cardiologie. Ça veut dire que tous nos patients qui ont des pathologies cardiaques d'urgence sont dirigés sur le CHU à Brest. Ça veut dire qu'il y a une équipe des urgences qui quitte le service pour transférer le patient au CHU de Brest. Donc ça dépouille le service des urgences. Il y a aussi un autre souci, il y a un service de soins de suite tout neuf qui est sorti de terre maintenant il y a 3 ans. Ils ont été inaugurés il y a 2 ans et demi, et il s'avère que sur les 3 services de soins de suite, il y en a un qui n'a jamais pu être ouvert, faute de personnel. Le personnel quitte l'hôpital de Morlaix. Les étudiants en soins infirmiers ne veulent pas travailler à Morlaix parce qu'ils se rendent compte pendant leur stage que c'est devenu une usine. C'est une usine. D'autre part, ils ont continué à fermer les lits alors qu'on arrive à la 5e vague du Covid. À ce jour, nous sommes dans une des régions les plus touchées. Les 24 lits de soins de suite, comme je vous le disais, à Plouvin, sont toujours fermés. Aujourd'hui, notre souhait est d'avoir une audience avec le secrétaire d'État pour lui faire part de notre désarroi, mais il nous a filé entre les doigts. Voilà, il était accompagné des gendarmes et du préfet, sous-préfet, et puis ma foi, les petites mains à côté n'ont pratiquement pas été vues. Les lits d'hospitalisation en baisse et l'ambulatoire en hausse. Le virage ambulatoire s'est effectué pour gagner de l'argent sur les patients. La tarification à l'acte n'a fait qu'affaiblir le nombre de lits et la gestion des hôpitaux, a pris exemple d'une gestion d'entreprise. Le rôle du service public de la santé n'est pas là pour faire gagner de l'argent. Son rôle est de soigner les patients et de respecter les soignants. En ce petit jeu, ce sont des établissements privés qui s'en sortent le mieux. Les chiffres montrent la baisse du nombre de lits est plus importante dans le secteur public. Ce dernier a vu ses capacités baisser de 17% de 2000 à 2020, quand la chute a seulement été de 3% dans le privé à but lucratif, c'est-à-dire générant des bénéfices comme dans les cliniques. Le privé à but non lucratif, les associations, fondations, eux, connaissent la même évolution que les hôpitaux publics. En psychiatrie, ils parlent de restauration des services. Ils en profitent pour fermer des lits sans se préoccuper des patients et du personnel. Ce sont des pathologies lourdes. Les soignants n'ont pas le choix et ne peuvent prendre ces patients en charge comme ils devraient le faire. C'est ni plus ni moins une maltraitance institutionnelle.
avec tout le respect que l'on leur doit pour leur travail. Ils sont frustrés à la sortie de leur service avec une sensation de ne pas avoir pu effectuer leurs tâches correctement. Jusqu'où ira donc cette politique de fermeture de lits qui épuise les soignants? Il y a 4 ans, le ministre de la Santé avait fixé un objectif de 70% de la chirurgie réalisée en ambulatoire sous l'autorité d'Agnès Buzyn. Ne nous laissons pas berner par cette politique monstrueuse qui ne fait qu'augmenter le fossé entre les riches et les précaires. Prenons notre santé en main et refusons cette politique capitaliste. Nous avons toutes et tous le droit d'accéder aux soins. Merci. Le comité interurgence, pour quelques mots également, on va faire un petit peu vite parce que le temps n'est peut-être pas idéal et puis qu'il commence à faire pour certains. Bonjour à tous. Alors, je vais vous éviter en fait le comité de presse du collectif interurgence qui va rejoindre celui de l'APH et du CIH. Je vais vous dire plutôt quelques mots pourquoi nous sommes mobilisés depuis bientôt presque 3 ans. Depuis trop d'années maintenant, le monde hospitalier est secoué par des coupes budgétaires de la part des gouvernements successifs, entraînant baisse d'effectifs, fermeture de lits, de matériel non renouvelé, j'en passe. Les inégalités des chances d'accès aux soins grandissent année après année. C'est pourquoi il est primordial de rester mobilisés, ensemble, soignants et usagers, pour dire stop à la casse de la santé et de l'hôpital public. Montrer que la santé, un des piliers de la République, est un sujet sensible et majeur pour la population. Qu'elle doit être égalitaire pour tous, peu importe vos moyens, votre statut social. Il paraît anormal que vous deviez attendre des heures sur un brancard dans un couloir car il n'y a pas de lit disponible sur votre hôpital. Il est indécent que certains soins ne soient pas pris en charge malgré l'importance de ces derniers. Comment peut-on admettre des économies sur la santé au péril de la population? Nos dirigeants politiques continuent de vendre un système de santé performant alors que nous connaissons une véritable paupérisation de la santé en France. Je pense être rentré du moins dans une nouvelle ère, celle de la déshumanisation du soin. Il est inutile de vous rappeler que l'union fait la force et que c'est ensemble, tous unis dans la même trajectoire, avec les mêmes objectifs, que nous arriverons à obtenir gain de cause. Ne sous-estimez surtout pas votre pouvoir, le pouvoir du peuple. Faites entendre votre voix jusqu'à résonner dans les oreilles de nos chères têtes pensantes qui gouvernent notre pays. Le devenu célèbre « quoi qu'il en coûte » du président de la République exprimé en 2020 ne doit pas devenir le « quoi qu'il en coûte » votre santé et celle de vos proches. L'accès aux soins pour tous ne doit pas être une utopie, mais une réalité. Se mobiliser maintenant, c'est penser à la santé de demain. Merci. Des organisations syndicales. Bonjour à tous, Eric de Sud Santé Saint-Malo. Je voulais parler un peu au nom du collectif CGT Saint-Malo et CGT Dinan. On venait un peu pour vous dire que le constat, tout le monde le partage ici, on est tous d'accord sur les mots qui viennent d'être énoncés. Par contre, nous, ce qu'on voulait vous apporter, c'est ce qui se passait déjà chez nous, parce qu'on a un petit peu d'avance, par exemple, sur Guingamp, parce que M. Rossetti sévit déjà depuis plus d'1 an chez nous, et on voulait vous dire un peu les conséquences que ça avait. Donc, première conséquence, nous, Rossetti, c'est 50 lits de moins pour les 2 hôpitaux, c'est une fermeture de maternité, c'est la plupart des services aigus qui vont être uniquement sur Saint-Malo, et ce qui veut dire que la population du sud de Dinan va être privée en fait de soins aigus. Donc en fait, il faut se mobiliser, il faut se fédérer tous ensemble avec une parole citoyenne. Nous, c'est ce qu'on a fait, on a les collègues aussi du collectif du Monde d'après qui sont venus avec nous. Et je pense que c'est très important qu'il y ait une parole effectivement commune qui puisse ressortir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la politique qui est menée, M. Rossetti, il n'obéit qu'aux positions de l'ARS Bretagne. Donc chez nous, ils ont travaillé en sous-marin, on n'a eu aucune information, il a fallu passer par la commission d'accès aux documents administratifs pour avoir son résultat, et pour comprendre qu'en fait, cette politique ne repose sur aucune étude scientifique ni proposée. Donc en fait, on nous annonce des chiffres sans aucune mesure, avec une politique définie à l'avance. Donc en fait, c'est l'ARS qui édicte ces règles et des pseudo-scientifiques ou des pseudo-spécialistes qui viennent confirmer ces règles. Donc si nous, on ne fait pas ce travail de fond derrière,
eh bien en fait la population est doublement entre guillemets volée. En fait on vient nous dire il faut faire ça sans aucune mesure réaliste en fait. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, ce qu'on voulait vous dire, c'est que c'est important qu'on se réunisse régulièrement, je pense tous ensemble, pour partager ces points-là et pour peut-être définir une feuille de route. Ce qui est important, c'est que je vois qu'il y a plein de drapeaux différents ici, et ça c'est bien. Il y a plein de lieux différents, tout le monde en fait vit la même chose. Il ne faut pas qu'on reste dans notre coin, il faut qu'on continue à porter les choses. Je remercie d'ailleurs les collègues de la coordination qui nous permettent ça aussi. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse dire que les fermetures de lits, c'est plus possible, alors qu'en fait, on est sur la 5e vague du Covid, que là, on se rend compte qu'il va encore avoir besoin des soignants, il va falloir que les citoyens soient soignés dans de bonnes conditions, et qu'on n'est plus en mesure de le faire. Donc si on n'intervient pas, et si on n'informe pas la population de ce qu'est l'avenir de la santé en France, eh bien, on va vers de grosses déconvenues, et en fait, on observe, nous, uniquement sur notre petit secteur, que ce sont les territoires ruraux qui sont les plus victimes de cette situation. On fait un hôpital entreprise dans les grandes villes, il faut produire, il faut gagner de l'argent, et peu importe les conséquences sur la santé des citoyens. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci. Je peux passer la parole maintenant. On sait que dans les EHPAD publics, c'est la catastrophe. On s'aperçoit aussi que dans les EHPAD privés, les patients ne sont pas mieux pris en charge. Donc je laisse la parole quelques secondes aux personnes de cette EHPAD privée qui vont vous expliquer les choses. C'est quand même cool parce qu'on n'est pas préparé. Bonjour à tous, je suis aide-soignante à l'EHPAD de Ploua. Je suis un petit peu émue. Alors, EHPAD privé à but non lucratif. Donc, on a une cadence de travail infernale, on manque de personnel, salaire à râler pas crête, personne ne veut venir chez nous. Nos aînés, on n'a pas le temps de les écouter. Il y a des soins qui vont très très vite, donc les stagiaires sont un petit peu dégoûtés. Comment on travaille, mais c'est pas notre choix, parce qu'on est épuisé, on est écœuré par le système, et je pense que nos aînés ne méritent pas ça. Ils ont travaillé toute leur vie pour avoir ça, c'est une honte, on est écœuré. Les EHPAD privés, plus personne ne veut venir. Voilà. On a la prime Ségur, on n'a pas de versement de l'ARS, donc la prime Ségur, on s'assoit souvent dessus. On n'a pas de prime grand âge par rapport au public, on dit qu'on fait le même travail. Voilà. Donc tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il ne faut pas oublier les EHPAD privés. Alors, on va terminer. Je vais quand même dire quelques mots sur le comité de l'Agnon de Restel, parce que là, on n'entend jamais parler de l'Agnon. On lui refait ses urgences, on lui refait sa piste d'atterrissage, mais on n'est pas dupes. Ne nous laissons pas endormir. Perte de lit depuis 5 ans, 40. Perte de poste depuis 5 ans, 60, voire plus depuis le début de la pandémie. Des services avec des patients à pathologies très différentes regroupés dans un même service. Imaginez le séjour d'un patient cardiaque au milieu d'autres atteints d'Alzheimer qui déambulent dans les couloirs et qui crient la nuit. Mais c'est aussi des patients éparpillés dans l'hôpital, obligeant leurs médecins à faire des kilomètres dans les couloirs pour assurer leur suivi quand ils ne les oublient pas malheureusement. Que dire de Trestel, le centre de rééducation? L'école a perdu 2 classes sur 3, puisqu'il y avait des enfants et qu'ils pouvaient être suivis par l'éducation nationale dans cet établissement. Donc ça veut dire que les lits ont aussi diminué pour les enfants. Lieu de thérapie incontournable pour les traumatisés, la piscine. La piscine est inutilisable depuis 6 mois maintenant, même bien avant, parce qu'il pleut dans la piscine.
des consultations avancées qui peuvent être déportées, voire annulées, tout simplement. D'autres pour lesquelles il faut se rendre à l'hôpital pour prendre rendez-vous, pour avoir droit à une consultation. Et M. Véran, que dit-il? On va vous offrir 600 000 € pour les dépenses du quotidien, c'est-à-dire pour un lit, une couverture ou quelques appareils techniques. Pas de reprise de dette. Il y a plus de 24 millions d'euros de dette. Pas de réfection de l'EHPAD, qui est, elle, digne d'un lycée Pailleron. Alors, de quoi se plaignent les usagers? Le directeur nous dit, ça ne les dérange pas, les usagers, faire 80 km pour aller se faire soigner, ils vont être d'accord. Comme il l'a dit aussi, en parlant des personnels rappelés sur leur temps de repos, que lorsqu'on choisit certains métiers, on sait à quoi on doit s'attendre. Merci, monsieur. Là, c'est pas l'usager, c'est les personnels qui parlent. Sauf qu'aujourd'hui, le sacerdoce a atteint ses limites. Les soignants quittent notre hôpital. Je me limite, c'est pour ça que c'est écrit, parce que sinon j'en aurais pour des heures. Non, l'Agnon Prestel n'est pas à l'abri. Suite aux fermetures de lits, de postes, de services, il ne pourra pas absorber la chirurgie ou la maternité de Guingamp. Donc il faut que chacun, sur chacun de nos territoires, nous gardions la maternité, la médecine, la chirurgie, les urgences et une ligne de SMUR. Voilà ce que nous demandons. Maintenant, pendant qu'on va avoir un peu de musique, et en même temps que cela, nous vous remercions déjà d'être venus jusqu'à Guingamp pour nous manifester votre soutien et pour qu'on puisse tous ensemble parler de ce qui se passe. Et nous allons vous montrer avec un des membres de Guingamp comment on peut détruire et reconstruire, restructurer, oui, merci Yann, restructurer un hôpital sur le côté ici. En attendant, nous vous remercions de votre venue et nous vous souhaitons pour ceux qui viennent de loin un bon retour.